Il est 10h46 sur BFM Business, vous êtes toujours en train d'écouter les experts. Je voulais qu'on parle du Mercosur. Emmanuel Macron a de nouveau fait part hier soir à Berlin et aux dirigeants de l'Union européenne de son opposition à la signature de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Ça fait 25 ans qu'on négocie le traité sur le Mercosur. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Ursula von der Leyen doit se rendre en Amérique latine samedi pour signer définitivement ce traité. Pour la France, le compte n'y est pas, Ludovic. Pourquoi le compte n'y est pas ? Le compte n'y est pas. Alors, j'allais dire, on découvre que le compte n'y est plus, en tout cas, parce qu'il y avait eu des mesures de sauvegarde qui ont été négociées entre Paris et Bruxelles et autres. Oui, parce que début novembre, Emmanuel Macron au Brésil semblait plutôt ouvert à la signature, Alors, après qu'on ait eu ces clauses de sauvegarde. Je vais faire de l'analyse de comptoir, c'est qu'il y a un petit... Non, ici c'est les experts, monsieur de Sauté. L'incendie couve au plan agricole, très clairement en France. La crise de la dermatose, évidemment, pose un climat politique compliqué. Des inquiétudes, et puis l'accord, les mesures prises par la Chine sur la viande de porc ne vont pas améliorer franchement aujourd'hui l'ambiance dans le monde agricole. Oui. Donc il y a une tension. Mais qui exprime... la France joue gros sur cette position, parce que là, on voit bien les lignes de fracture européennes. On va dire, OK, la France va probablement être soutenue par quelques pays de l'Est, la Pologne, la Hongrie probablement, l'Italie est dans une ambiguïté par rapport à ça. Mais la vraie question par rapport au Mercosur, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que, très sincèrement, là, je vais me défaire de la position agricole française. Oui. On a vécu tous collectivement une année assez perturbée en termes de droits de douane, avec un certain Donald Trump, avec un monde qui s'est recomposé en direct sous nos yeux, et la capacité à ce que l'Europe aujourd'hui aille signer des accords de libre-échange dans un monde qui est en train de bouger est un point très très important. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, est-ce que la France essaye dans un dernier round d'obtenir des garanties supplémentaires pour faire que politiquement l'incendie qui couve dans le monde agricole ne démarre pas? C'est peut-être un jeu politique, mais attention, la France joue gros là à Bruxelles. Oui. Il risque de se retrouver isolé. Le texte va être adopté aujourd'hui par le Parlement européen et au Conseil, c'est un vote à majorité qualifiée. Au Conseil des chefs d'État et de gouvernement, il est très possible que ça passe aussi. François, alors on appelle souvent ce traité de libre-échange avec le Mercosur, c'est voiture contre viande, grosso modo. Donc on comprend que c'est aussi un peu le duel France-Allemagne qui se rejoue. Et encore une fois, c'est, comme on dit au foot, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Je vais peut-être commencer par une remarque générale qui fait le lien avec le sujet précédent sur l'automobile. L'Europe n'a pas de matières premières non agricoles et elle est très dépendante de certains fournisseurs, à commencer par la Chine pour des matières rares, particulièrement nécessaires à l'industrie. Oui. L'Europe est très dépendante militairement des États-Unis, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas répondre efficacement à l'agression commerciale des États-Unis. Par ailleurs, l'Europe se veut un modèle en matière environnementale et sociale. Tout ça va être très compliqué à gérer en même temps. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de triangle d'incompatibilité entre ces trois objectifs. Ça commence à être la quadrature du cercle et une équation impossible. Donc c'est très regrettable, mais je pense que l'Europe va devoir limiter un peu ses objectifs quand même en matière environnementale et sociale, d'où le sujet automobile, etc. Même si je le regrette, parce que je pense en effet que la lutte contre les effets de serre est un problème fondamental. Dans ce cadre-là, je pense que l'Europe a besoin de passer quand même des accords commerciaux. Alors, si possible, pas avec les États-Unis, on voit que c'est plus possible. Avec la Chine, on ne voit pas, etc. Donc il faut trouver d'autres alliés. Et parmi ces autres alliés, il y a les pays d'Amérique latine avec lesquels on a, je dirais, un problème commun qui est celui des États-Unis et de leur agressivité politique et commerciale. Et donc pour moi, l'alliance avec les pays d'Amérique latine, c'est quelque chose d'essentiel. Alors bien sûr, quand on passe des accords commerciaux, il y a des perdants et des gagnants. Il peut y avoir des perdants. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup quand même. Les agriculteurs français, je ne suis pas un spécialiste. Y compris au sein du secteur agricole. C'est vrai qu'il y aura des perdants et des gagnants. Il va y avoir beaucoup de gagnants. La filière bovine. Je
suis d'accord. contre les autres. Quelque part, c'est normal. Il faut les aider, il faut les compenser. Mais pour moi, cet accord avec le Mercosur, il est essentiel pour des raisons géostratégiques. Il est fondamental. Et il faut bien voir que pour certains de nos partenaires européens, l'Espagne au premier, c'est fondamental. Nous sommes les empêcheurs de danser en rond à nouveau vis-à-vis de pays pour lesquels c'est vital. Roland Gillet, le Mercosur, il faut le signer ou pas ? Certainement. Certainement, et pour toutes les bonnes raisons qui viennent d'être dites. On en a parlé tout à l'heure, je reviens d'Espagne. Les Espagnols, effectivement, eux ne comprennent pas l'attitude française parce qu'ils ont aussi, alors évidemment qu'on a tous une industrie différente et aussi des agriculteurs différents et une agriculture différente. Oui. Mais eux disent, il y a quand même le bien commun de l'ensemble qui doit triompher. Ils vont encore être les empêcheurs. C'est deux Français qui viennent de le dire. Donc c'est pas parce que je suis belge que je le dis, mais je le pense aussi souvent. Alors, et vous pouvez regarder même sur les tarifs, regardez à la Commission européenne les réactions aux tarifs américains. Oui. C'est une négociation. Il y a des produits, même les Américains me demandent, les amis américains me disent pourquoi ils ont mis ça dedans. J'en sais strictement rien. D'un point de vue rationalité, ils me disent il y a une autre raison. Oui, parce que ça, c'est la France qui a mis ce produit-là, parce qu'elle est concernée par ça. Mais en échange, l'autre a mis un autre produit qui n'a strictement rien à voir, mais pour lequel il est fort concerné. Et alors, il n'y a pas une logique ? Ben si, la logique du chacun pour soi. National. Et donc, clairement, on revient toujours à la même chose. Et il y a un point que j'ajoute au ceux de François, c'est qu'on parle, et ça, on nous le reproche partout, on parle beaucoup de transition écologique et d'énergie, mais le seul pays qui n'a pas beaucoup de choix pour l'énergie, le seul ensemble, c'est l'Europe. Hein. Il y a beaucoup de gens beaucoup mieux dotés que nous. Hein. Là, si on parle des Américains, c'est vrai que pour le moment, ils sont très sales, mais vous savez qu'ils ont un grand pays, un immense pays au nord, qui n'a qu'un seul client potentiel pour son électricité, c'est le Canada. D'ailleurs, vu que le Premier ministre canadien, c'est ce qu'il a dit à un moment donné pour faire mal aux États-Unis, c'est pas de rivaliser contre eux en termes commerciaux, c'est de dire si je coupe mes lignes qui alimentent les gens dans la région des Grands Lacs en plein hiver, ça va quand même faire très mal. Oui. Alors, clairement, ils ont cette possibilité que nous, on n'a pas. Ils ont le gaz de schiste, ils ont le pétrole, ils en sont le premier exportateur mondial. Et ils sont par-dessus du marché, toutes ces données exprimées en dollars, toutes ces matières premières exprimées en dollars, et ils ont une possibilité un jour de se brancher au Canada. Je vois LG4 sur la Grande Rivière, c'est un peu un mot amusant pour un Canadien de vous dire que c'est une rivière, une grande, ça c'est vrai, qui est plusieurs fois des fleuves européens, qui fait des grands réservoirs et qui est comme le nucléaire, mieux que l'éolien et mieux que le solaire, puisque c'est toute l'année qui débite de l'énergie en continu et avec des lignes à haute tension qui ne vont qu'aux États-Unis. Donc clairement aujourd'hui, on est dans toute une série de choses qui sont essentielles, et notamment pour notre industrie, parce que quand on parle de l'Allemagne au niveau du gaz qui vient de Russie, eux en avaient encore beaucoup plus besoin, parce que ce n'est pas pour alimenter les ménages, c'est pour alimenter à un coût réduit une industrie qui déjà au niveau international un problème de compétitivité. On parle parfois de la main-d'œuvre, mais aussi en termes de coût de l'énergie. On a une énergie en Europe qui est encore relativement chère, et la France avait une suprématie sur le nucléaire. Heureusement, elle en a gardé ce que l'Allemagne n'a pas fait. Ma petite Belgique, on allait finalement les arrêter. Maintenant, on est très heureux de pouvoir regarder l'une ou l'autre, en ajoutant même, ce qui était effarant, que c'est du décarboné. Je n'ai jamais vu une entreprise nucléaire qui était carbonée, même s'il y a un petit gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau qui en sort, ça n'a quand même rien à voir avec ce qui sort d'un pot d'échappement. Donc clairement, on a un problème quand même de regard, c'est un peu le sujet de l'émission, de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Et oui, voir ce que l'on voit effectivement. Ludovic. Un paramètre, je trouve, sur le Mercosur, et là qui m'inquiète davantage, je pense qu'on est tous unis sur le fait de dire qu'on est dans une période où l'Europe doit être capable de signer ce genre d'accord de libre-échange dans un monde qui se recompose et qui est relativement incertain. C'est quand même la petite musique en France, un peu anti-Bruxelles, qui est en train de s'installer depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'on va prendre les dossiers tels qu'ils arrivent depuis quelques mois. La France en rébellion sur l'avion, le SCAF. Oui. Le dossier agroalimentaire, le dossier automobile. Pour défendre ses intérêts. Alors, c'est pas anti-européen, mais Dassault défend ses intérêts. Mais c'est un changement quand même de posture de la France, qui était quand même une des locomotives européennes avec l'Allemagne et tout ça. Honnêtement, je ne sais pas à quoi joue aujourd'hui Emmanuel Macron sur ce terrain-là, parce que d'abord... peut-être qu'il voit la montée du Rassemblement national dans les sondages, et du coup, il essaie d'endiguer un peu la vague. La France qui a du mal à avoir un budget, qui a du mal à avoir une stabilité politique, et qui commence sur certains dossiers à être un peu l'empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire que... Et attention à ne pas les boxer dans une catégorie qui n'est plus la nôtre.
très sincèrement, sur certains dossiers. Et attention aussi à rester humble dans un monde où les solutions ne passeront pas par des visions nationales, mais par des visions européennes. On l'a vu évidemment avec Airbus, on le voit dans le spatial, si on veut remonter la pente, puisqu'on s'est fait décranter sur le spatial, oui. Ça passe par une approche européenne. On le voit sur l'industrie automobile, c'est une dimension européenne. On le voit sur l'agroalimentaire, mais au-delà du Mercosur, l'agroalimentaire est un élément de souveraineté. C'est-à-dire que c'est un élément majeur de souveraineté. Et puis l'Europe demeure une puissance agricole, 239 milliards d'exportations. C'est une chance qu'on a d'être dans un continent qui a une capacité à produire de l'agroalimentaire et à être normalement plutôt dans une logique excédentaire. C'est des enjeux fondamentaux. Et cette petite musique qui est en train de s'installer quand même du côté de la France sur certains dossiers où on joue un peu les empêcheurs de tourner en rond, est une mauvaise habitude qui est en train de se mettre en place. Et on attendrait plutôt de la France l'envie de se projeter dans le monde qui vient, quoi. Pendant que vous nous expliquez tout ça, dépêche AFP de 10h57, Marine Le Pen, Mercosur, il ne faut pas repousser, il faut dire non. Donc le sujet est extrêmement politique, évidemment. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Mais quand vous voyez qu'on a mis 25 ans pour y arriver. 25 ans pour négocier. Et d'autres suivent derrière, avec l'Asie notamment. Et rendez-vous compte que quand on a commencé il y a 25 ans, on n'avait pas l'agressivité de Donald Trump en face de nous. Donc aujourd'hui, il y a de toute façon une raison d'aboutir. Qu'est-ce que vous allez leur dire à un moment donné? Qu'on a fait tout ça pour rien, simplement pour capoter sur un truc, parce qu'il y a une capitale, qu'elle soit française ou autre, regardez ce qu'on a fait avec le CETA. Hein. On avait peur aussi du bœuf canadien à l'époque. Et finalement, c'est clair. C'est important ce que dit Roland, c'est-à-dire que c'est l'image européenne qui est en jeu. Bien sûr. Un continent qui n'est pas capable de signer des deals en temps et en heure et qui capote pas au dernier moment, ça va nous coûter quelque chose à un moment ou à un autre. Donc on va renvoyer l'Amérique latine, soit vers les États-Unis, soit vers la Chine. Mais c'est tout ce qui se passera si on ne fait rien. C'est sûr. Bon, ce sera le mot de la fin.